Ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'à ce moment-là, la Nouvelle-Calédonie était au bord de la guerre civile, dans une spirale extrêmement dangereuse. Il y avait des groupes armés partout. Il y avait eu depuis 10 ans près de 80 morts, ce qui ramenait à l'échelle de la population de Nouvelle-Calédonie. C'est comme si on avait rayé une ville de 30 000 habitants de la carte en métropole. C'est pour donner une comparaison. Et puis il y avait eu des personnes déplacées, chassées de leurs terres. Et donc on était dans une situation de paroxysme qui a été marqué par l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Et la première conviction de Michel Rocard, c'est que la parole de l'État, celle des institutions, était trop décrédibilisée pour que la solution soit d'abord politique. Et d'où l'idée d'amener les habitants de Nouvelle-Calédonie à faire effort sur eux-mêmes pour renouer les fils du dialogue à travers une mission constituée principalement de personnes issues de la société civile, d'autorités religieuses et spirituelles. Il y avait le président de la Fédération protestante de France, il y avait le recteur de l'Institut catholique de Paris, un ancien grand maître du Grand Orient. Et si le préfet Christian Blanc et d'autres faisaient partie de cette mission pour la conduire et l'organiser, l'idée était quand même de permettre à la société civile de s'exprimer et de retisser les liens qui avaient été complètement distendus et très abîmés par toute cette période. Et alors, quand vous êtes arrivé au gouvernement dans les valises de Michel Rocard, vous avez trouvé une situation qui était quand même tout à fait inédite. Est-ce que vous étiez préparé à ça ? Michel Rocard ne savait pas qu'il serait nommé Premier ministre, mais quelques mois auparavant, dans l'hypothèse où François Mitterrand n'aurait pas été en situation de se représenter, se préparait à être candidat. Donc oui, il avait réfléchi à la question de Nouvelle-Calédonie. Mais Ouvéa a changé la donne, parce que ça a été un moment d'une ampleur dramatique exceptionnelle. C'était la première fois depuis la guerre d'Algérie que l'armée française a été engagée dans une opération de maintien de l'ordre sur le territoire national. Et ça a montré aussi que le désespoir d'une partie de la jeunesse calédonienne était tel qu'ils étaient prêts à prendre les armes au risque de leur vie contre l'armée française. Et donc, il a fallu, même si un certain nombre de choses avaient été imaginées, réfléchies avant, la donne a été changée. Et vous savez, en politique, les choses se passent rarement comme on les avait imaginées. Et dans le dispositif de l'équipe de Michel Rocard, quel était votre rôle précisément ? Dans un premier temps, moi j'étais, pendant que la mission du dialogue était donc entre la mi-mai et le début juin, et le 7 ou 8 juin en Nouvelle-Calédonie, moi j'étais le correspondant à Paris pour essayer d'abord de gérer un certain nombre de dispositifs de l'État sur place. Il continuait à y avoir des facteurs de tension tout à fait importants, des patrouilles de l'armée qui se répandaient dans les tribus kanaks avec des risques d'incidents à tout moment. Donc on a essayé de faire revenir, sans baisser la garde, les militaires dans leurs casernes et de renvoyer plutôt les gendarmes s'occuper de ce qui était leur cœur de métier. Et puis j'étais le correspondant de la mission du dialogue à Paris pour essayer d'affiner un certain nombre des éléments de négociation qu'ils avaient en même temps avec Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Il a fallu faire comprendre à Jean-Marie Tjibaou que lui, en tant qu'indépendantiste, c'était son intérêt de se préparer à la solution à laquelle il aspirait, sans rien renier de ses convictions, mais il fallait prendre le temps, construire quelque chose, former des cadres, une élite, apprendre à gouverner les institutions. Et puis il fallait prendre conscience aux non-indépendantistes que cette revendication d'une consultation sur l'indépendance, elle était légitime et qu'elle aurait lieu à un moment ou à un autre, ne serait-ce que parce que c'était une obligation de droit international. Est-ce qu'il y a eu un facteur
déclencheur dans le rapprochement entre Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur? Est-ce que quelque chose a fait qu'ils ont enfin pu se rencontrer? Il y a eu plusieurs facteurs déclencheurs. Je crois que l'un et l'autre ont été profondément ébranlés par le bain de sang qui venait culminer à Ouvéa après, encore une fois, tous ces morts que j'avais rappelés précédemment. Et ils ont trouvé, et c'est là probablement que le facteur personnel du Premier ministre a joué, mais ils ont trouvé une écoute, une capacité à entrer dans le point de vue de l'autre. Parce que finalement, il y a de vraies négociations que si on comprend ce que veut l'autre et pourquoi il le veut. Et si on fait partager cette approche. Charge à eux après d'expliquer alors ça a été extrêmement compliqué. Jean-Marie Tjibaou a eu beaucoup de mal à le faire. Il y est parvenu au bout de 2 mois avec une petite minorité du camp indépendantiste qui ne l'a pas suivi, mais il est revenu à Paris au mois d'août, puisqu'il y a eu 2 étapes en fait. Il y a eu les accords de Matignon au mois de juin, mais les accords de Matignon, c'était un processus. Et ce processus, il invitait les dirigeants de chaque camp à consulter leur mandant sur les propositions du Premier ministre. Donc Jean-Marie Tjibaou est revenu au mois d'août en disant bon ben voilà, là-dessus on est d'accord, là-dessus on veut un peu plus, là-dessus on n'est pas d'accord. On a renégocié donc au mois d'août les modalités de mise en œuvre sous l'égide du ministre de l'Outre-mer, Louis Lepinsec. Et Jacques Lafleur, lui, il avait une méthode plus autoritaire, donc c'était qui même me suivent. Et comme les gens l'aimaient bien, dans son camp, ils l'ont suivi. Enfin, ils l'ont suivi en traînant les pieds. La preuve, c'est que quand il y a eu le référendum d'approbation de ces accords au mois de novembre, les habitants du Grand Nouméa ont majoritairement voté non, alors que Jacques Lafleur appelait à voter oui. Donc, ils ont eu du mal, oui, bien sûr, parce que c'était pas facile de d'expliquer qu'on avait une revendication, et puis on la mettait entre parenthèses pour essayer de construire autre chose pendant un laps de temps donné. Vous, les collaborateurs de Michel Rocard, est-ce qu'à l'époque, vous aviez conscience de vivre un moment historique? Cette fameuse photo de la poignée de main entre Lafleur et Tjibaou, est-ce que vous aviez ressenti ce côté historique? On avait conscience de vivre un moment historique, mais peut-être moins à cause de ces images que parce que pour la première fois dans son histoire d'après la Seconde Guerre mondiale, la France pouvait peut-être réussir une expérience de décolonisation. Elle en avait mené beaucoup, mais qui étaient plutôt des échecs, ou en tout cas des occasions manquées. Et là, il y avait pour la première fois la possibilité de réussir une expérience de décolonisation au sein de la République. Mais en même temps, on savait qu'on vivait un moment qui était fragile. Vous savez, quand au mois de mai 89, on nous a annoncé l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou et d'Iwéné Yéwéné, on a eu l'impression que tout pouvait à nouveau recommencer, rebasculer. Et puis finalement, ça ne s'est pas produit. Il y a eu une espèce de... Peut-être que la magie de ce qui avait été commencé avait produit ces quelques effets et avait permis au... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une aspiration très majoritaire des Calédoniens à la paix, à l'apaisement et à ne pas retrouver tous les drames du passé. Encore une question personnelle, monsieur le maire. Est-ce que ça a changé votre vie, cet épisode? Incontestablement, parce qu'on n'approche pas impunément la Nouvelle-Calédonie. J'ai découvert là que c'était un pays extraordinairement attachant, parfois extraordinairement irritant aussi, mais en même temps
avec une culture, une richesse. Il y a dans le rapprochement qui est en train de se faire dans différents domaines entre la culture kanak et la culture occidentale, quelque chose de tout à fait unique et de tout à fait exceptionnel. Le centre Chibaou que l'on voit derrière est un instrument extraordinaire à la fois dans ce qu'il puise dans la tradition et dans ce qu'il apporte dans la modernité. Et je crois que c'est cette rencontre. Jean-Marie Chibaou disait à propos de la culture kanak, notre culture, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Et il y a cette espèce d'invention en permanence, ça c'est un enrichissement de tous les jours.